Alors maintenant, je vais parler des tests de primalité. Alors un test de primalité, c'est un test qui permet de savoir si un nombre est premier ou non. Donc le premier test que je vais expliquer, c'est le test qui remonte à M. Pierre de Fermat. Donc M. Fermat, c'était un mathématicien et un juge, je crois, du 16e siècle, donc au tournant de la Renaissance, et qui a établi beaucoup de théorèmes, il y a beaucoup de calepins, beaucoup de notes, et il est très célèbre pour son dernier et son grand théorème de Fermat, qui a fallu prendre très longtemps avant de pouvoir résoudre, et qui a été résolu seulement en 1999. Je vais faire une petite parenthèse sur le théorème de Fermat. Donc le dernier théorème de Fermat a été résolu seulement en 1999 par M. Wiles, qui a travaillé de façon acharnée sur ce théorème de Fermat pendant 7 années complètes, de façon totalement en secret de tous les gens de la communauté scientifique. Et un jour, il l'a présenté devant un auditorium, je crois que c'était en 1997, il l'a présenté devant un auditorium, sa preuve, comme de quoi le dernier théorème de Fermat avait été prouvé et qu'il avait la preuve complète. Par contre, durant la conférence, qui a accueilli beaucoup de gens de l'université Princeton aux États-Unis et de d'autres universités à travers le monde. Donc les gens sont venus voir sa conférence et à un moment donné, durant la conférence, il y a un mathématicien qui a soupçonné et décelé une erreur dans une des conjectures et une erreur dans un des calculs que M. Wiles avait fait. Alors il s'est fait humilier devant tout le monde, devant toute l'audience, devant des sommités des mathématiciens à travers le monde. Donc, les gens ont colporté à travers le monde que sa théorie n'était pas bonne et que la preuve n'était pas viable. Des mathématiciens de tout, depuis Euclide, en passant par Euler, Gauss, ont essayé de résoudre ce grand théorème de Fermat, ce dernier théorème. Parce qu'à chaque fois que M. Fermat écrivait dans son calepin, j'ai une preuve pour ce théorème, c'était vrai. Sauf le dernier théorème de Fermat. Alors, il a écrit une note dans un des calepins. Dans la marge, il a écrit, j'ai une preuve, j'ai pu prouver le dernier théorème de Fermat, mais cette marge est trop petite pour contenir la preuve. Alors, donc, de retour à M. Wiles, alors en 1997, alors il a été sonné pendant plusieurs mois. Et ensuite, il est retourné travailler avec d'autres gens pendant d'autres 2 années. Et finalement, en 1999, on annonce que le théorème a été prouvé à travers la conjecture de Taniyama-Shamura. Donc, c'est une conjecture très importante qui permet de contourner le problème et d'attaquer le dragon par derrière, si on veut. Alors, c'était une énigme qui était presque impossible à résoudre et c'est très simple à comprendre. Donc, le dernier théorème de Fermat, ça dit que la somme de deux puissances, de deux nombres entiers, ne peut jamais donner une puissance du même ordre pour un autre entier. Comme par exemple, 3 au carré plus 4 au carré, ça donne 5 au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore, avec les nombres les plus simples qui soient, qu'on peut construire. Mais il n'existe pas d'autres possibilités si j'augmente l'exposant. Donc, par exemple, si j'essaie d'additionner 2 cubes parfaits, je ne pourrais jamais trouver un autre cube par un 3e cube parfait. C'est impossible. Par contre, si j'additionne 3 cubes parfaits, je peux trouver un 4e cube parfait. Ça, c'est possible. Comme 3 au cube, plus 4 au cube, plus 5 au cube, donne 6 au cube. Ça, c'est vrai. Alors, donc, des mathématiciens de toutes les générations, de toutes les origines possibles ont essayé de tenter de résoudre ce théorème. Et en 1995, donc, dans les Simpsons, l'épisode qui s'appelle Le magicien de la terrasse Evergreen, alors on a introduit, parce que la plupart des scripteurs des Simpsons sont des mathématiciens chevronnés, alors on a introduit dans le tableau, sur le blackboard qu'on appelle donc sur le tableau noir, donc ils ont introduit la chose suivante. Donc vous voyez que la somme des 2 exposants 12 donne une autre puissance numéro 12, ce qui est absolument impossible selon le dernier théorème de Fermat. Mais pourquoi est-ce que tout le monde a été convaincu du contraire? C'est parce qu'en réalité, il s'agit d'une erreur d'arrondi. Dans cet épisode spécial, c'est un exemple plus coriace parce qu'il s'agit de 2 nombres pairs additionnés ensemble qui donnent un nombre autre nombre pair, ce qui est tout à fait possible. Alors que l'autre exemple qui a été donné dans Homer Cube, donc dans Homer au cube, alors c'était dans Homer Simpson, va dans la 3e dimension, et on voit apparaître en 3 dimensions, tout à coup, alors une équation du dernier théorème de Fermat qui semble contredire un contre-exemple. Encore une fois, donc il s'agit d'une erreur d'arrondi, et on peut voir que la somme de 2 puissance 12 ne donne jamais non puissance 12. Et dans ce cas-ci, c'est très facile à voir parce qu'un nombre impair plus un nombre pair ne peut jamais donner un nombre pair, c'est impossible. Alors, c'est une raison très évidente pour laquelle il est impossible d'avoir cette équivalence. Alors aujourd'hui, je vais parler du petit théorème de Fermat, qui est le premier test de primalité que je vais effectuer pour voir si un nombre est premier ou composite. Donc, ce que ça dit principalement, c'est que je vais prendre un nombre, disons par exemple 2, qui sera le noyau donc, de tous les calculs,
Et ensuite, je vais utiliser le nombre n sur lequel je vais tester, comme par exemple 3. Par exemple. Est-ce que 3 est en premier? Alors, on va pouvoir faire le test de petit théorème de Fermat et on va pouvoir conclure, oui ou non, c'est les premiers. Alors, le petit théorème de Fermat, ce que ça stipule, c'est que je vais prendre le paramètre A, qui est le noyau, ou la base, donc le 2 par exemple, exposant n, et ensuite je vais soustraire le A, et ça va être un multiple du nombre n, et donc on va faire un exemple. Je vais prendre le noyau, donc je vais utiliser la base 7. Et donc le petit théorème de Fermat, ça dit que je dois prendre l'exposant 1 de moins que le nombre que je teste, alors 1080. Et ensuite, je vais devoir tester le modulo n, donc le modulo 1081. Alors tout ça, donc le modulo, ce que ça fait en réalité, c'est que ça prend le reste de la division. Alors on va prendre le chiffre 7 multiplié par lui-même 1080 fois, et ensuite on va tester le reste de la division par 1081. Et si le reste de cette division me donne 1, alors je vais pouvoir savoir qu'il s'agit d'un nombre potentiellement premier. Donc on ne peut pas être certain à 100%, mais c'est un très bon test. Un premier bon filtre, si on veut. Alors donc la façon de faire le calcul, c'est que je vais m'arranger pour que ce soit possible de faire sur une calculatrice normale scientifique de base qu'on peut avoir à tous les niveaux secondaires ou au lycée en France. C'est possible. Donc c'est une calculatrice de base qu'on peut obtenir. Alors le but, c'est de ne pas dépasser 10 exposant 9, qui est 1 milliard. Ou 9 milliards qui est dans la calculatrice pour éviter que je puisse faire le calcul. Alors je vais devoir savoir calculer. Il y a des techniques qu'on peut utiliser pour ça, pour savoir lequel nombre est le plus proche de, disons, 1 milliard. Mais puisque le nombre ici est plus grand que 10 exposant, j'ai un nombre qui a plus que 2 chiffres, je peux aller jusqu'à 10 exposant 9, 10 et 11. Alors je vais utiliser 12 même. Donc je vais utiliser ici 7 exposant 14 pour faire la base du calcul. Et ensuite, je vais trouver le nombre qui est le plus proche possible de 1080. Alors ici, il s'agit de, si on fait la division, de 1080 par 14, il reste, donc j'ai 77. Alors 14 fois 77, ça va me donner 1078. Alors je vais ajouter 2 pour arriver ici, pour arriver à 1080. Et je vais prendre le résultat modulo 1080. Je vais utiliser le symbole pourcent qui veut dire modulo, qui est la même chose, donc modulo 1081. Alors je vais faire le calcul 7 exposant 14, exposant 77, etc. Il existe des techniques en arithmétique modulaire qui permettent de réduire ce nombre-là ici. Alors 7 exposant 14, je peux le faire dans la calculatrice. Ça va rentrer, c'est un nombre qui est plus petit que 10 exposant 12. Alors il va rentrer dans la calculatrice. Lorsque je vais diviser par 1081, le nombre sera plus petit que 1 milliard, en principe. Alors ça va donner un nombre qu'on va pouvoir soustraire la partie entière pour avoir la partie fractionnelle uniquement, pour pouvoir ensuite remultiplier pour obtenir le reste de la division. Alors si je fais le calcul ici, 7 exposant 14, ensuite je divise par 1081, je soustrais la partie entière et je remultiplie le tout par 1081, je vais obtenir 692. Alors ici, c'est un nombre qui est beaucoup moins grand. Par contre, l'exposant 77 reste encore. Et je vais utiliser multiplié par 7. Le reste ne bouge pas, comme ceci. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je refais le même processus. Donc c'est un processus à plusieurs niveaux. Ça, c'est le premier niveau, si on veut. Au deuxième niveau, je refais la même chose. Je vais prendre le 692 et je vais essayer d'avoir un nombre qui ne dépasse pas 1 milliard, disons 10 exposant 11 ici. Et je vais utiliser donc 692 exposant 4. Avec le logarithme, il y a une façon de calculer ce chiffre-là, ici le 4. Alors et ensuite, il me restera 4 fois 19. Alors je vais utiliser le résultat exposant 19. 4 fois 19, j'obtiens 76. Il me manque 1 pour arriver à 77. Alors je vais multiplier, donc ça fait ici 76. Alors je vais coder ici comme ceci. Alors on a 692 exposant 4. Exposant 19, donc ici j'obtiens 36 fois 2, donc j'obtiens 38 fois 2, j'obtiens 76. Donc je vais ajouter 1 ici pour avoir donc 77. Et je vais d'abord ensuite remultiplier par le 7 au carré qui reste encore là, modulo 1081. Donc on refait le même processus encore, donc je vais utiliser 692 exposant 4 et je vais aller chercher le modulo 1081. J'obtiens cette fois-ci 361. Donc là il descend beaucoup. Par contre l'exposant 19, lui, il reste là, je ne peux pas l'enlever pour l'instant. Et le reste du calcul est la même chose, il reste là aussi. Donc 692 et fois 7 au carré modulo 1081. Le reste du calcul ne bouge pas comme ça. Alors ici encore, donc ça c'est la deuxième étape. Si on veut, j'obtiens 361. La troisième étape, encore une fois, il s'agira d'utiliser les logarithmes pour savoir lequel exposant le plus grand je peux utiliser sans dépasser 1 milliard pour pouvoir faire la division. Et l'exposant 19, lequel qui sera plus proche. Alors ici, je vais encore une fois utiliser 4. Le résultat du logarithme va dire encore 4. Alors ici, 4 fois 4, ça donne 16, comme ceci. Et il me manque 3 pour arriver à 19. Donc je vais utiliser 361 au cube, comme ceci. Alors j'ai 16 plus 3, ça me donne 19. Et le reste du calcul est pareil. 692, 7 au carré et modulo 1081. Le reste est pareil, comme ça. Alors une fois, ici la première étape, deuxième étape. Troisième étape, ici je vais faire donc encore une fois la même chose. 361
exposant 4. Et donc, je vais pouvoir trouver. Ici, je vais obtenir 147 quand on fait le résultat du calcul. Donc, tout ça ici va donner 147. J'ai utilisé l'exposant 4 qui ne bouge pas. Encore une fois, il reste là. Tout le reste du calcul est pareil encore une fois. 361 au cube, 692. Le 7 au carré reste là. Et tout ça modulo 1081. Donc, à partir d'ici, vu que les nombres sont beaucoup plus petits, alors je vais pouvoir commencer à mélanger 147 ici, exposant 4, avec le 692, exemple, par exemple. Donc, je peux prendre ça ici, avec tout ça ici, je vais pouvoir faire la multiplication, vu que les nombres commencent à être plus petits. Alors, ici, je prends 147 exposant 4 fois 692 modulo 1081. Je peux faire le calcul de tout ça et je tiens 495. Et disons la triple suivante. Alors, je vais devoir ensuite multiplier bien sûr par 361 au cube et par 7 au carré. Donc, le calcul se simplifie beaucoup ici. Modulo 1081. Alors maintenant, une autre étape que je peux faire maintenant, ce que je peux faire, je peux prendre 361 au cube, multiplier par 495. Je peux multiplier tout ça ici et je vais obtenir 507. Et le 7 au carré, il reste encore là. Modulo 1081. Et la dernière étape du calcul conduit à 507 fois 49, modulo 1081, et je trouve ici 1061. Alors ceci indique que 1081 n'est pas un nombre premier. C'est impossible parce que je n'obtiens pas 1 ici. Alors donc, pour être certain qu'un nombre est premier, on doit faire plusieurs tests de ferment, parce que si je fais seulement un test avec le nombre, par exemple, 703, il passe le test de ferment en base 7, mais c'est un menteur de ferment en base 7. Par contre, si j'utilise une autre base, comme la base 3 ou 4 ou 9 ou 17 ou peu importe, alors le nombre à ce moment-ci, il ne passera pas le test, alors il sera composite. Professeur, existe-t-il des nombres qui passent tous les tests de ferment en étant composite? Absolument. Absolument oui. Donc la réponse c'est oui. Alors c'est ce qu'on appelle les nombres de Carmichael. Alors c'est un nombre qui passe absolument tous les tests, dans toutes les bases possibles et imaginables, jusqu'au nombre moins 1. Comme par exemple, le premier nombre qui passe dans tous les tests, c'est 561. 561. Alors, ce nombre-là, si j'utilise la base 2, 3, 4, 5, 6, 28, 412 jusqu'à 560, il passe tous les tests. Alors, d'autres, sauf qu'évidemment, 561, 561, c'est un nombre qui se divise par 3. Alors, automatiquement, on savait déjà qu'il était composite, parce que si j'additionne tous les nombres, tous les chiffres du nombre, 5 plus 6 plus 1, ça donne 12. Alors, ça se divise par 3. Donc, 561 aussi se divise par 3. Par contre, si j'utilise un nombre de Carmichael, il a été prouvé qu'il en existe une quantité infinie aussi. Un nombre qui est beaucoup moins évident, c'est le nombre de Ramanujan. Un des taxicab numbers, c'est 1729. Alors, 1729 passe tous les tests de ferment, mais il est quand même composite. Il se divise par 19 et 91. Donc, et 91 est encore composite, alors on peut continuer le processus jusqu'à ce qu'on ne puisse plus réduire le nombre. Alors, la factorisation complète de 1729 est 19 fois 7 fois 13. Alors, 7, 13 et 19 sont mes 3 blocs qui constituent le nombre 1729 et il n'en existe pas de plus petit, c'est impossible. Par contre, on a aussi, avec le petit théorème de Fermat, les nombres ils ne fonctionnent pas toujours. Alors, je vais vous expliquer ce que je veux dire, c'est qu'on appelle ça un menteur de Fermat. Alors, par exemple, des fois, il y a des nombres qui vont passer le test de Fermat, de petit théorème de Fermat, mais qui sont quand même composites. Alors, on les appelle des menteurs de Fermat. Comme par exemple, le premier nombre qui serait menteur de Fermat en base 2, c'est 341. Alors, si j'ai fait le test 2 exposant 341, moins 2, alors je vais obtenir effectivement un multiple de 341, comme on peut le voir à l'écran. Par contre, 341 est un nombre composite. Il s'agit de 11 fois 31, c'est un composite. Alors c'est un menteur, il me laisse croire qu'il est premier, mais c'est faux. Alors supposons que dans mon exemple, je vais utiliser la base 7. Alors le premier nombre qui passe le test de Fermat, le petit théorème de Fermat, et qui est composite quand même, c'est le nombre 561 en base 7. Évidemment, je n'ai pas tenu compte des nombres qui sont multiples de 5, etc. Alors aussi 703. Donc 700, par exemple, 7, si je prends la base 7, 7 exposant 703, moins 7, je vais obtenir un multiple de 703. Alors je passe le test, mais le nombre est quand même composite. Alors il me laisse croire qu'il est le premier, mais c'est faux. Alors on l'appelle un menteur de Fermat. Et si jamais je trouve un nombre qui contrecarre ça, on l'appelle un témoin de Fermat.